Bonjour, je m'appelle Philippe Duquesnoy et je vais vous parler d'un livre que je viens de terminer et qui est disponible maintenant dans plusieurs endroits et sur Internet dont je vais spécifier à la fin de mon intervention où vous pouvez le trouver. Donc ce livre s'appelle À l'origine de l'affaire de Rennes-le-Château et il étudie d'une manière assez précise en étant simplement occupé à comment dirais-je, à lire les textes de l'époque et à voir ce que disaient, à voir et à écouter ce que disaient les intervenants de ces années qui ont suivi, j'allais dire, la mort de la Bessonnière et sa vie, parce que entre l'affaire de la Bessonnière, c'est-à-dire l'histoire d'un homme, qui est une histoire extraordinaire, donc un curé qui arrive en 1885 à Rennes-le-Château, chacun sait que c'est une bourgade perdue dans le Razès, dans les Corbières. Il arrive là-bas en 1885 et 30 ans après, il va mourir en laissant un patrimoine immobilier et surtout en ayant été d'une manière assez exceptionnelle acteur de plusieurs affaires. Notamment, il va passer au tribunal, il aura des problèmes avec sa hiérarchie, il aura des problèmes avec le gouvernement, il aura des problèmes avec le maire de son village, avec les villageois, avec ses collègues prêtres. Bref, un homme qui a une histoire extraordinaire et qui, selon toute vraisemblance, a découvert un trésor. Alors, ce trésor, à la suite de sa mort en 1917, les gens se doutent qu'il a trouvé quelque chose. Il y a des gens, alors dans les toutes premières années du siècle, donc du XXe siècle, puisqu'il meurt en 1917, donc on s'intéresse peu, j'allais dire, à ce que la Bessonnière avait peut-être trouvé. Par contre, après la guerre, il y a beaucoup de gens de Carcassonne, de la région de Toulouse ou même de Perpignan qui vont aller à Rennes-le-Château, qui vont commencer à chercher le trésor. Là, on cherche le trésor d'une manière anarchique. On s'intéresse pas de savoir d'où il vient, on s'intéresse pas de savoir si c'est un trésor qu'on a le droit de récupérer. Voilà, on cherche le trésor. On fait des trous, on fouille à l'intérieur de l'église, on fouille à l'intérieur de la villa Béthanie. Bref, on fouille partout pour essayer de trouver le trésor qu'aurait découvert la Bessonnière et on espère évidemment qu'il en reste un petit peu. Et cet état de choses, c'est-à-dire rechercher le trésor, comme on en cherche partout en France, va arrêter à partir de 1956. En 1956, le légataire universel de Marie Desnarnaud, qui était la bonne de la Bessonnière, donc la personne qui a hérité du patrimoine immobilier de la Bessonnière, qui est devenu restaurateur, hôtelier, va décider de faire une conférence de presse pour parler de ce trésor qu'a découvert la Bessonnière. Alors, ça va être, il va pas se casser la tête non plus. Noël Corbu, il va dire, l'abbé, il a trouvé un trésor. C'est sans doute le trésor de Blanche de Castille, c'est-à-dire le trésor de la mère de Saint-Louis. Pour des raisons assez pas très obscures, mais on pense que c'est parce qu'une des demi-sœurs de Marie Desnarnaud, donc toujours la bonne de la Bessonnière, possédait un bracelet avec une pièce qui datait de l'époque de Blanche de Castille. Donc, d'une manière un peu simpliste, Noël Corbu dit aux journalistes, la Bessonnière a découvert le trésor de Blanche de Castille. Et il en reste un peu, il en reste sans doute beaucoup, peut-être il y a une chance qu'on le trouve maintenant. Alors il y a des articles en 56 dans deux journaux très locaux, dans le Midi Libre et dans la Dépêche du Midi. Ce sont des journaux locaux qui sont faits par des journalistes locaux et qui n'intéressent pas grand monde. Si, ça intéresse les gens qui connaissent déjà l'histoire de Rennes-le-Château, mais ça reste local et on ne donne toujours pas d'explications qui permettront de faire évoluer ce trésor. Parce qu'il faut bien dire qu'entre le trésor de la Bessonnière, qui découvre donc dans son église ou dans son cimetière ou dans la proximité de Rennes-le-Château, et l'histoire du Da Vinci Code, il y a quand même un monde.
d'un côté, il y a quelqu'un qui trouve un trésor, de l'autre côté, on nous raconte une lignée sacrée, une lignée divine, l'Opus Dei, le Vatican. Bref, on raconte énormément de choses sur cette affaire, alors qu'en 1956, on ne parle toujours que du trésor de Blanche de Castille pour donner, j'allais dire, une origine à ce trésor. Alors, ce que j'ai étudié dans mon livre, c'est les raisons qui font qu'on va passer d'une affaire simple, d'une affaire humaine, à une affaire extraordinaire. Comment on va passer de ce petit livre, hein, de cet article écrit par Salamon, alors d'abord au livre de Gérard de Sède, Le Trésor maudit ou L'Or de Rennes, et ensuite, comment va-t-on passer au Da Vinci Code et avec tout ce qui s'attache maintenant au mystère de Rennes-le-Château, c'est-à-dire à Marie-Madeleine, la tombe du Christ, aux Templiers, à tout ce qu'on a ramené maintenant. J'étais à Rennes-le-Château il y a très peu de temps. Il y a beaucoup, maintenant on ne parle plus du trésor de Saint-Louis, on parle de beaucoup de choses. Alors, on n'y est pas passé d'une manière, on n'y est pas passé comme ça par une volonté, par quelqu'un qui a dit tiens on va faire ça. Non, ça a été très très précis, ça a été très rigoureux. C'est-à-dire ce sont des gens qui, comme la Bessonnière, sont des gens qui sont extraordinaires, sont des gens qui étaient passionnés par cette affaire et qui ont chacun apporté un élément à cette recherche. Et la première personne qui va ramener quelque chose à cette affaire de Rennes-le-Château, c'est un nommé Jean Basal. Donc Jean Basal, quelque temps après, donc on est toujours en 56, quelque temps après cet article, donc qui est paru localement, et qui dit que la Bessonnière, il a découvert un trésor, voilà, bon, et puis il avait la belle vie, et sans doute avait-il une maîtresse, et ceci et cela. Voilà. Quelque temps après, donc au mois d'avril, c'est 4 mois après cet article, Jean Basal, qui est un grand journaliste, qui est un grand directeur de presse, hein, va écrire un article dans Ici Paris, c'est-à-dire qu'on va passer au niveau national. Et à ce moment-là, au niveau national, Jean Basal va parler, lui, il ne parlera plus du trésor de Blanche de Castille. Il va parler d'une part du trésor des Visigoths, qui est aussi un trésor qu'on évoque dans la région, mais il va surtout parler du Graal des Cathares. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui découvre à Rennes-le-Château pour parler du Graal des Cathares? On n'en sait rien. On sait qu'il était passionné par le Graal des Cathares, qu'il a rencontré René Nelly, hein, qui habitait dans la région. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui est passionné par les Cathares, Jean Basal, et dans son article, quand il va parler de Rennes-le-Château, il va parler évidemment de la vie de la Bessonnière, de la vie assez exceptionnelle de la Bessonnière, mais surtout, il va parler du trésor des Cathares. Et c'est le début, c'est le commencement, j'allais dire, de l'ouverture sur le monde du trésor de Rennes-le-Château. Le trésor de Rennes-le-Château, on sait que la Bessonnière l'a trouvé, on le sait, il l'a dépensé, mais on ne savait pas d'où il venait. Et maintenant, on va lui donner une dimension religieuse d'une part, et puis une dimension mystique, parce que le Graal des Cathares, jusqu'à présent, personne ne l'a vu. Mais selon Jean Basal, la Bessonnière aurait peut-être mis la main sur cet élément. Alors Jean Basal, je vous ai dit, c'est un journaliste important, c'est un romancier, c'est quelqu'un qui était directeur de publication d'un journal qui s'appelait V Magazine. V Magazine, c'est un journal qui est paru juste à la fin de la guerre, en 45. C'est un journal qui était gaulliste au départ, mais c'était surtout un journal de reportage. Il faisait des reportages un peu dans toute la France, et les gens adoraient ce type de journaux. Il y avait Détective, il y a Ici Paris, il y avait donc V Magazine. Et dans V Magazine, il y avait un autre journaliste qui travaillait là, et qui rencontre Jean Basal, et qui travaillait avec Jean Basal. Il s'appelle Robert Charroux. Robert Charroux, à cette époque-là, il est déjà journaliste et il s'intéresse déjà au trésor, alors pas au trésor de Rennes-le-Château, mais il fait des reportages dans des magazines sur des trésors qu'on trouve un peu partout en France. Idée qu'il reprendra d'ailleurs par la suite, hein, dans son livre d'ailleurs, hein, Trésor en muret, qui est connu. Mais déjà en 48, il s'intéresse donc à tous ces trésors de France. Et Robert Charroux, peut-être par l'intermédiaire de Jean Basal, lui va s'intéresser vraiment à l'affaire de Rennes-le-Château. Alors, Robert Charroux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui va bientôt quitter Rennes-le-Château et c'est lui qui va écrire toute la série des livres
le livre des mondes oubliés, le livre des secrets perdus, le livre. Il va écrire une grande quantité de livres comme ça sur tous les mystères qu'on trouve dans le monde. Mais en 1960, au début des années 60, il va s'intéresser à Rennes-le-Château. Il va écrire un livre d'ailleurs où il parlera de Rennes-le-Château, mais il va surtout écrire beaucoup d'articles dans différentes revues dans lesquelles il travaille en noir et blanc, il travaille dans beaucoup de revues de cette époque-là où ils sont friands de ces reportages en province. Donc Robert Charroux arrive sans doute dans cette affaire de Rennes-le-Château par l'intermédiaire de Jean Basal. Et les articles de Jean Basal et de Robert Charroux, eux, vont donner, bien évidemment, une dimension nationale à l'affaire de Rennes-le-Château. On va parler de ça maintenant à Paris, on va en parler dans toute la France, et ça va amener de nouvelles personnes à Rennes-le-Château. Et ces gens, tous les gens qui viennent, ne viennent plus chercher le trésor de la Bessonnière, mais ils viennent toujours avec une idée en tête. Il avait le trésor. Alors ils vont faire des recherches, non seulement en faisant des trous, mais également dans les archives. Et les gens, les premières personnes qui vont venir à Rennes-le-Château à ce moment-là, ce sont les gens qui sont autour de Robert Charroux dans un club qui s'appelle le Club international des chercheurs de trésors, dont le président d'honneur est Henri de Montfred, le président actif Robert Charroux, et avec son équipe, ils vont venir à Rennes-le-Château, ils vont s'y installer pour une trentaine d'années. Alors il y en a qui sont célèbres, hein, il y a des gens dont on parle encore maintenant, qui vivent encore, qui sont venus à cette époque-là, qui ont cherché pendant des années le trésor. Peut-être ont-ils trouvé, hein, ils laissent toujours sous-entendre que si jamais on trouve le trésor, on ne le dira pas. Mais toujours est-il, ce sont des gens qui arrivent, et ces gens-là ne sont plus seulement des chercheurs de trésors, mais ils vont chercher la vérité, ils vont chercher autre chose dans cette affaire de Rennes-le-Château. Et c'est là que va apparaître un document que j'ai étudié donc dans le livre, puisque le livre s'appelle à l'origine de l'affaire de Rennes-le-Château, mais en dessous il y a le dossier Cros et les textes fondateurs, et c'est le rapport Cros, qui est un rapport de 4 pages qui est fait d'une manière assez simple, hein, d'une manière, bon, c'est à l'époque, en 1960, il est daté d'avant 62, on ne sait pas exactement quand ce rapport a été écrit, mais on sait qu'il a été fait avant 1962, puisqu'en 62, Robert Charroux en parle dans une émission de radio. Ce rapport Cros va donner à l'affaire de Rennes-le-Château une dimension totalement différente. Jusqu'à présent, on fait des trous, il y a des articles, il y a des choses comme ça, mais on parle entre soi, on cherche des archives, certains sont titulaires de parchemins, mais le rapport Cros, c'est prétendument un rapport qui aurait été fait par un scientifique, mais un scientifique amateur qui habitait dans la région, donc il s'appelle Ernest Cros, on l'appelle dans la région, qui aurait fait un rapport au début du siècle. Ce rapport serait arrivé par différents moyens jusqu'à des chercheurs de Rennes-le-Château, et ce rapport, donc, on en parle dans une émission de 1962 à la radio, hein, où c'est Robert Charroux qui interviewe donc le propriétaire de l'hôtel de celui qui a hérité des biens de la Bessonnière, Noël Corbu, et ils disent, voilà, maintenant on a découvert ce rapport Cros qui nous dit beaucoup de choses. Alors la première page du rapport Cros, je l'étudie et je donne, hein, on trouve, il est entièrement, les 5 pages sont dans le livre, et il y a une étude spécifique de tous les éléments du rapport. La première page, elle donne une petite biographie d'Ernest Cros, qui est fausse, qui n'est pas très bonne, il y a beaucoup d'approximations, on confond sa fille, on confond son fils et son petit-fils, on donne des informations sur le fait qu'il était polytechnicien, ce qui est vrai, on dit qu'il était major de promotion, c'est faux, on prétend qu'il était franc-maçon, c'est faux, on prétend qu'il était grand bailli du Temple. En fait, on prétend dans ce rapport que Ernest Cros est quelqu'un qui a des accès à des documentations extraordinaires et qui fait un rapport, bon, et qu'il donne, j'allais dire, à l'avenir pour que les gens puissent s'en servir pour rechercher le trésor de la Bessonnière. Donc il va donner donc il y a d'une part cette biographie qui est pas très bonne, hein, qui est pas, donc c'est sans doute pas lui qui l'a faite, ou il a pas fait la biographie. S'il a fait le reste du rapport, il a pas fait la biographie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont élémentaires et que j'allais dire, Monsieur Cros n'aurait pas dites. Notamment sur ses filles ou son beau garçon, c'est ce qui était inacceptable en l'état. Mais c'est pas très important de savoir si la biographie est bonne ou pas bonne. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a derrière,
parce que tout ce qu'il y a derrière, donc les 3 pages qui suivent cette biographie, tous les éléments qui font le mystère de Rennes-le-Château sont dedans. Tous. Les tombes, les pierres, l'abbé Bigou, après la Révolution, qui laisserait un message à l'avenir, les Templiers, on parle de Madame de Blanchefort, on parle de tout ce qui va faire, tout ce qui deviendra la base de l'affaire de Rennes-le-Château, elle est comprise dans ce rapport Cros en 1961, 62, on va dire, puisque on vous dit, on connaît simplement la date à laquelle il apparaît, donc on ne sait pas à quelle date il a été écrit. Alors, en parlant de ça, qui a écrit ce rapport Cros? Il y a deux éléments dans ce que je dis. D'une part, il y a celui qui l'écrit, celui qui rédige le texte. Il y a de grandes chances que ça soit à nommer l'abbé Mazières. Il y a de grandes chances que, alors l'abbé Mazières, je vais en parler rapidement. L'abbé Mazières est un prêtre qui est de la région, qui s'est longtemps intéressé au problème, qui s'est longtemps intéressé à l'affaire de Rennes-le-Château, qui a fait des recherches, qui était également un chercheur de trésors. Bon, un chercheur de trésors, j'allais dire en chambre, c'est pas le genre de personne qui allait faire des trous, mais c'est quelqu'un qui connaissait bien l'affaire et qui s'est intéressé à ça. Donc l'abbé Mazières, on est certain que c'est lui qui a rédigé le rapport Cros. Il y a une étude qui a été faite, qui est en ligne, vous pouvez la trouver sur Internet, et c'est une étude philologique de savoir comment on écrit à l'époque, les habitudes d'écriture de l'abbé Mazières, les mots qu'il emploie, les points-virgules, par exemple, qu'il met souvent, les références qu'il donne. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, c'est l'abbé Mazières qui a rédigé le rapport Cros. Par contre, l'a-t-il rédigé? Il rédige quelque chose seul pour faire un gag, pour faire un canular, parce que il trouvait qu'à l'époque, c'était vrai, d'ailleurs, beaucoup de gens de la région trouvaient un peu envahissant ces Parisiens qui arrivaient et qui connaissaient, qui arrivaient avec des archives, avec des choses qui venaient d'un peu partout. Et c'est vrai qu'il y avait au niveau local des gens qui commençaient à être un peu fatigués par cette invasion parisienne à Rennes-le-Château. Alors, on peut imaginer qu'il l'a fait pour s'amuser. Il a dit on va se moquer de ces gens-là et on va faire parvenir à Robert Charroux, qui va se faire un plaisir de le divulguer, un faux rapport qu'on a inventé. Donc tout ce qui serait dans le rapport Cros, écrit par l'abbé Mazières et quelques amis, pour faire une farce. C'est un des éléments. Mais la deuxième chose, il faut bien penser, l'abbé Mazières connaissait Ernest Cros. Il connaissait, puisqu'il était curé pas très loin de chez Cros, donc il s'était rencontré d'ailleurs. Donc c'est difficile d'imaginer que l'abbé Mazières fasse comme ça quelque chose où il n'a pas une idée derrière la tête. Donc on peut penser que l'abbé Mazières a des informations privilégiées, donc qui viennent de la région. C'est un prêtre, il a accès à différents documents au niveau de l'évêché, au niveau de la cure, au niveau des archives départementales. L'abbé Mazières est quelqu'un qui est respecté. Pendant un moment, il était président d'une société académique de la région. Donc, on peut imaginer qu'il a quelques éléments qu'il veut les exprimer, qu'il veut les sortir, et que pour ne pas avoir à expliquer d'où viennent ces éléments, il va inventer cette histoire de rapport Cros. Il va inventer qu'il y a un monsieur qui au début du siècle, qui se promenait, il a rencontré la Bessonnière, il a fait ceci, il a fait cela. Alors il enrobe ça, il enrobe tous les éléments qu'il veut communiquer aux chercheurs et aux gens qui sont à Rennes-le-Château, sans donner l'origine, puisqu'il dit, il le dira dans des interviews, il dit, moi je connais le rapport Cros, dit, je sais pas, c'est le rapport Cros, il est venu de la secrétaire de monsieur Cros, moi j'en ai eu un en main, mais ce n'est pas moi il va jamais reconnaître que c'est lui qui l'a écrit, alors qu'on est certain que c'est lui qui l'a écrit. Donc ce rapport Cros, qui va donc être le point de départ du mystère de Rennes-le-Château, qui va être exactement la différence, la limite entre l'affaire du curé Saunière et le mystère de Rennes-le-Château. C'est-à-dire qu'on va quitter cette affaire de trésor qui a été trouvée par un curé et qu'on va essayer de retrouver, pour entrer dans ce qui deviendra un des plus grands mystères
de tous les temps, j'en sais rien, mais il est vrai que depuis 50, 60 ans que le rapport Crowe a été écrit, ça fait quand même plusieurs années, près de 60 ans, comme je le dis, que ce mystère n'est pas résolu, et tous les jours, il y a des gens qui viennent, je vous dis, j'étais à Rennes, il y a des jeunes qui sont là, qui viennent chercher, tous les jours on le voit sur Internet, il y a des gens qui recherchent la vérité et qui recherchent l'origine de cette affaire de Rennes-le-Château. Et c'est à partir du rapport Crowe qu'on va changer de dimension. Une dimension locale, on va passer à une dimension nationale, puis internationale. Donc ce rapport Crowe que je donne dans le livre, je donne aussi deux autres textes. On en donne trois en fait, mais bon, le rapport Chollet, on va pas en parler aujourd'hui. Hein, c'est un élément très très important de l'affaire de Rennes-le-Château. Il faut le lire. Il est sur Internet également. Hein, il n'est pas simplement là, mais là au moins vous l'avez écrit. Vous pouvez souligner, vous pouvez voir ce qui est intéressant. Il y a le rapport Chollet. Je vous dis, on va pas en parler maintenant. Il y a un autre texte dont il faudrait parler, dont je voudrais parler un peu. C'est le texte qu'on appelle La puissance et la mort. Parce que La puissance et la mort, c'est un texte donc qui serait écrit sans doute par Noël Corbu. Donc Noël Corbu, toujours l'héritier du fonds d'archives de la Bessonnière, l'héritier de la maison de la Bessonnière. Donc c'est l'homme par qui tout a été connu. Noël Corbu a sans doute écrit ce texte d'une vingtaine de pages qui raconte l'histoire de la Bessonnière d'une manière traditionnelle, celle que vous connaissez, puisque j'imagine que les gens qui m'écoutent là sont des gens qui connaissent la Bessonnière, enfin qui connaissent au moins l'histoire. Donc il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de nouveauté hein, dans l'histoire de la Bessonnière quant à sa vie. Par contre, il y a des nouveautés quant à la découverte du trésor. La Bessonnière, dans l'histoire de sa vie, l'histoire officielle, à aucun moment on parle qu'il a trouvé un trésor. Lui, dans ses archives, on trouve jamais j'ai trouvé de l'argent, on n'en parle pas. C'est après qu'on suppose qu'il a trouvé de l'argent en voyant ce qu'il a construit. Et en ayant éliminé cette histoire de trafic de messes, qui même s'il a existé, et c'est vrai, il ne peut pas avoir payé tout ce que l'abbé a construit et surtout tout ce que l'abbé a dépensé. Parce qu'il a construit, mais en plus il y avait une vie qui était quand même assez dispendieuse. Donc dans ce texte, La puissance et la mort, Noël Corbu va expliquer comment la Bessonnière et Marie Desnarnaud découvrent le trésor. En se promenant dans le cimetière, ils vont raconter l'histoire de comment c'est codé, comment on accède à la cache. Bref, on a l'impression que dans ce texte, La puissance et la mort, Noël Corbu, en racontant l'histoire de la Bessonnière et de Marie Desnarnaud, veut nous donner des pistes des pistes pour découvrir ce trésor. On se dit, on comprend pas que Noël Corbu, qui a cherché le trésor, va nous donner des pistes pour trouver le trésor. Soit il l'a trouvé et il va pas nous donner les pistes, il va prendre l'argent et c'est fini, soit il va nous raconter une histoire. Et c'est cette histoire cette histoire racontée donc par Noël Corbu dans La puissance et la mort qui va servir de scénario, de synopsis au livre de Gérard de Sède. L'or de Rennes est écrit à partir du texte La puissance et la mort. Il n'y a aucun doute. Alors, bien sûr, La puissance et la mort, elle raconte une histoire qui est une histoire simple, mais elle donne des éléments, notamment qu'on peut trouver le chemin du trésor, il faut décoder un parchemin, où il y a des évangiles, où il y a un code, bref, tout ce que Gérard de Sède va raconter dans l'or de Rennes, et qui sert encore maintenant de base et de référence aux chercheurs et à ceux qui s'intéressent à cette action, c'est dans le texte La puissance et la mort. Donc le texte La puissance et la mort est également sur Internet, hein, mais il est également ici entièrement, il y a les 20 pages avec l'histoire de... Alors vous verrez, donc moi je fais une étude dans le texte en disant, Noël Corbu n'a peut-être pas écrit ce texte seul, donc s'il l'a pas écrit seul, qui aurait pu l'écrire? Moi j'en ai une solution. Je pense qu'il l'écrire avec lui, que la base du texte, elle est de Noël Corbu, il n'y a aucun problème. On sait que c'est lui qui a écrit la base du texte. Par contre, le texte a peut-être été changé et redistribué.
Voilà, puisque le texte a une origine un peu pas bizarre, mais il a une origine un peu obscure. On ne sait pas exactement comment il est arrivé jusqu'à nous. Donc voilà, on ne sait pas à quelle date Noël Corbu l'a écrit. On n'est même pas certain que ça soit Noël Corbu qui l'écrit. Mais ce texte date de l'époque de Noël Corbu, c'est une évidence, puisque le chercheur qui nous l'a ramené et qui nous permet de le lire maintenant, il a rencontré Corbu et c'est Corbu qui lui a donné le texte. Voilà. Donc, on sait que ce texte vient de l'origine de l'affaire de Rennes-le-Château, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont eu accès directement aux archives de la Bessonnière qui ont écrit ce texte. Donc, ce texte, il a une valeur phénoménale. Et il faut lire le texte, La puissance et la mort, pour filtrer, j'allais dire, ce qu'a pu dire Gérard de Sède. Gérard de Sède s'inspire de La puissance et la mort. Mais il va évidemment rajouter des éléments, Gérard de Sède, parce que Gérard de Sède, c'est un romancier. Il faut les faire les 250 pages. Donc, il va nous rapporter, ajouter des éléments à cette affaire du texte écrit par Noël Corbu. Je veux dire, on est sûr que c'est Noël Corbu qui a écrit la base du texte. Peut-être a-t-il été changé à la marge par d'autres personnes, mais c'est en le lisant, en comprenant, en se mettant bien à l'époque, c'est-à-dire c'est écrit dans les années 60, c'est écrit avant que Gérard de Sède ait écrit, c'est écrit avant l'Énigme sacrée, avant tous les grands livres de Rennes-le-Château, c'est écrit quand personne n'a encore parlé de Rennes-le-Château. Et c'est en cela que ce texte est intéressant. Parce que comme certains disent, les évangiles sont intéressants parce qu'il faut trouver l'évangile qui a été écrit tout de suite. Les textes fondateurs de Rennes-le-Château, ce sont ces textes dont je vous parle. C'est La puissance et la mort de Noël Corbu, le rapport Cros, on va dire de l'abbé Mazières, mais l'auteur n'a pas d'importance, c'est ce qui est écrit à l'intérieur qui est important. Et le troisième texte, alors je vous dis, il y a aussi le rapport Cholet. Le rapport Cholet, je vais vous en toucher un mot rapidement. Le rapport Cholet est très intéressant parce que Cholet est sans doute le premier vrai chercheur, enfin c'est le premier chercheur qui écrit sur ses recherches. Là, il n'y a aucun doute, c'est le premier. Il y a des autorisations de fouille d'une manière très très tôt dans l'affaire, puisque c'est en 1955 qu'il fait sa demande. Ce qui fait avant même que Noël Corbu fasse des articles dans la presse. Donc on peut se poser la question de savoir comment un Parisien est venu à Rennes-le-Château avec des documents et une autorisation de fouille avant même qu'on en parle dans la presse locale. Mais le drame du rapport Cholet, c'est qu'il est écrit en 67. C'est-à-dire qu'il est écrit à la fin des recherches. Ce qui fait qu'on peut se demander si tout ce qui est écrit dedans, c'est ce qu'il écrit au jour le jour, ou bien si c'est un résumé au bout de 12 ans de recherche de tout ce qu'il a fait. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on aura des éléments qui sont moins intéressants parce qu'ils ont déjà été pollués par les apports d'autres chercheurs. Voilà. Mais le rapport Cholet est intéressant à plus d'un titre. Alors, je dis, je vais pas en parler maintenant parce que c'est vraiment une autre histoire, ça ouvre sur quelque chose d'autre. Mais je vous ai dit, rappelez-vous au départ, la première personne qui parle différemment du trésor de la Bessonnière, c'est-à-dire qui ne dit plus que la Bessonnière a trouvé un trésor matériel, mais qu'il a trouvé un trésor spirituel et qui parle du Graal des Cathares. Donc Jean Basal, c'est en 56. Cholet, lui, quand il arrive avec des documents qui viennent, selon lui, de la région de Montfort-l'Amaury. Montfort-l'Amaury, c'est évidemment le fief de Simon de Montfort, qui a dirigé la croisade des Albigeois. Cholet dit qu'il est détenteur d'un parchemin qu'il appelle le parchemin Mirepoix. Ce parchemin Mirepoix, c'est également une ville importante, j'allais dire, de la conquête des seigneurs du Nord quand ils ont fait la conquête la croisade des Albigeois. Ce qui fait qu'on peut se demander si cette référence au Graal des Cathares et la démarche de Cholet, elles ne sont pas concomitantes ou au moins jumelées. C'est pour ça que c'est intéressant Cholet, mais il faut le lire non pas comme il faut le lire comme un texte fondateur bien sûr, mais il faut essayer de comprendre pourquoi Jacques Cholet est arrivé à Rennes-le-Château et voir si effectivement ça a un rapport avec cette croisade des Albigeois. Et le dernier texte dont je parle et que je donne dans le livre et que je considère comme étant un livre fondateur, c'est Blanc-Cassalle.
Alors Blanc-Casal, c'est également un texte que vous trouvez sur Internet. C'est également un texte qui a fait beaucoup parler de lui. C'est dans ce texte qu'on trouve pour la première fois la phrase bergère. Bergère, pas de tentation, que Poussin éteignait, ne garde... Bon bref, la phrase que tout le monde connaît, la phrase qui a structuré 50 ans de recherche, la phrase qui a ramené les bergers d'Arcadie dans l'affaire de Rennes-le-Château, qui a ramené Ténier, qui a ramené Delacroix, Saint-Sulpice, les Pommes Bleues. Ça se trouve dans ce texte de Blanc-Casal. Blanc-Casal, donc, est écrit sans doute en 64 et paru en 65, c'est-à-dire 2 ans avant l'ordre de Rennes. C'est sans doute le brouillon de l'ordre de Rennes. On a donné plusieurs explications sur la raison pour laquelle il y avait Blanc-Casal. On ne va pas y revenir. De toute manière, on est sûr de rien. Donc, c'est inutile de gloser sur le fait que pourquoi on a écrit Blanc-Casal. Simplement, il faut savoir que ce texte a été écrit, que ce texte est écrit avant que Gérard de Sède ne mette son nez dans l'affaire et commence à romancer l'affaire. Donc, c'est là aussi, dans Blanc-Casal, qu'on peut trouver des éléments qui ne sont pas pollués, qui ne sont pas filtrés par tout ce que diront les gens après avoir lu l'ordre de Rennes. Vous savez, c'est toujours pareil. Les gens lisent l'ordre de Rennes, ils se font leur interprétation. Donc il y a beaucoup de gens qui, après l'ordre de Rennes, ont commencé à écrire. Franck Marie, Jean-Pierre Monteil, Michel Vallée, des gens qui ont tous écrit des livres très intéressants, mais ils ont lu ces livres, après avoir lu l'ordre de Rennes. Donc leur avis, il est important, de toute manière, personne, enfin surtout pas moi d'ailleurs, irait les critiquer, mais ce n'est pas le texte original Blanc-Casal qui est écrit donc avant l'ordre de Rennes, qu'ils prennent pour référence, c'est le livre de Gérard de Sède. Et c'est pour ça qu'il faut, dès qu'on veut entrer dans le mystère, dans l'énigme de Rennes-le-Château, dès qu'on veut y entrer, il faut forcément lire ce texte fondamental, ce texte fondateur, encore plus que fondamental, parce que sans ces textes-là, sans les 4 textes dont je viens de vous parler, il n'y a pas l'ordre de Rennes. Voilà pourquoi il faut aller rechercher ce qui a été écrit par des gens qui n'ont pas été influencés, par des gens qui ont rencontré des contemporains de la Bessonnière. Noël Corbu habitait à Rennes-le-Château, il connaissait des gens qui avaient fréquenté la Bessonnière, ne serait-ce que Marie de Narnaud, avec qui il vivait tous les jours. Jean Basal, il a fait une enquête très très fouillée, parce qu'il n'a pas écrit simplement un article sur Rennes-le-Château où il parle du Graal des Cathares, il a écrit aussi beaucoup d'articles sur les Cathares, sans parler de Rennes-le-Château, parce qu'il était passionné par cette affaire. Jean Basal, il a rencontré des gens à Rennes-le-Château, il a parlé avec eux. Ces gens, ils n'avaient pas lu l'ordre de Rennes, ils n'avaient pas lu de livre. Ils ont raconté ce qu'ils savaient, ce que leurs parents leur avaient dit, ou ce que eux connaissaient de la vie de la Bessonnière. C'est pour ça que leurs témoignages sont importants. D'autres personnes, journalistes de l'époque, notamment les époux Ribière, alors qui sont, évidemment, ce sont des noms, on n'est pas obligé ce sont des gens intéressants. Les Ribière, ils avaient une agence de presse, ils étaient de la région, ils travaillaient beaucoup sur Rennes-le-Château, donc ils ont fait des Micheline Ribière, qui faisait les articles, et son mari faisait les photos, a écrit également des choses très très intéressantes. Sa fille, qui vit encore, Madame Tabès, m'a dit que sa mère, quand elle faisait un article, elle allait faire des enquêtes. C'est-à-dire qu'elle rentrait, elle frappait aux portes, elle interrogeait les gens. Elle interrogeait les gens qui avaient connu la Bessonnière et qui avaient des informations. Encore maintenant, paraît-il, il y a des informations à Rennes qui sont pas sorties. Donc imaginez à l'époque. Et ces gens ont écrit des articles, que ça soit monsieur et madame Ribière, que ça soit bien évidemment Basal, Charroux, Corbu, qui habitait la maison de la Bessonnière, et ensuite l'auteur de Blanc-Casal n'est pas, il n'est pas identifié, mais bon, on pense que c'est Pierre Plantard qui l'a écrit. Pierre Plantard écrit ce texte Blanc-Casal en récupérant tout ce qu'il y a sur la colline à l'époque d'intéressant, et il va condenser un récit, et il va écrire la trame de ce qui deviendra l'affaire de Rennes-le-Château, et qui ne sera plus l'affaire de la Bessonnière. Pierre Plantard est peu intéressé par la Bessonnière. Il le présente comme étant, il est mandaté par le prieuré de Sion pour protéger une lignée sacrée. Bon, Pierre Plantard a peu d'intérêt pour la Bessonnière. Par contre, il a un intérêt fort pour le mystère des 2 Rennes, parce que Pierre Plantard parlera de Rennes-le-Château et parlera également de Rennes-les-Bains. Donc voilà. Donc c'est ça ce sont ces éléments
que j'ai étudié depuis longtemps, hein, l'affaire Cros. Ça fait 15 ans que je m'y intéresse. J'ai rencontré l'arrière petite fille de Cross qui vit encore, qui connaît. Voilà, le dossier Cross, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est quelque chose de fondamental, encore une fois, dans cette affaire de Rennes-le-Château. C'est vrai que parfois on me dit que j'ai des tocs et je pense qu'à Cross, mais je prétends que si l'on veut s'intéresser d'une manière sérieuse à l'affaire de Rennes-le-Château, on est obligé de bien connaître cette affaire Cross, cette affaire du dossier Cross et du rapport Cros en particulier. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, 35 minutes, je pensais parler une demi-heure. Donc voilà, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce premier live. J'avoue que j'étais un peu crispé, que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que ça c'est compliqué. Voilà, donc ceux qui sont arrivés en cours de diffusion, de toute manière la vidéo restera longtemps. Enfin, elle restera de toute manière sur la page Facebook de Complément d'enquête. Donc voilà. Donc il n'y a pas de. J'ai malheureusement pas vu qui était présent parce que je sais pas bien comment on fait, mais je pense que si là je vois Rudy Cambier, je vois que Rudy est là. Je remercie Rudy d'être venu et de m'avoir écouté. Rudy Cambier, vous savez, c'est celui qui a débunké Nostradamus. Et j'espère un jour faire un live, un direct avec Rudy Cambier sur cette affaire de Nostradamus. Et je peux vous dire que ce sera un live extraordinaire. Mais enfin, le premier que j'ai fait est réussi. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'essayez pas. Alors, il faut, par contre, parce que ça c'est important, je vous dis, vous voyez, j'allais l'oublier. Voilà. Où vous pouvez trouver le livre. Alors le livre, on le trouve chez Tony Bontempi, donc à la Rose Rouge, avec le site internet librairieLaRoseRouge.fr. Tony est sur les réseaux sociaux, bien évidemment, tout le monde le connaît, tous les gens de comment ça se fait que ça bouge plus, je sais pas pourquoi. Voilà. J'espère que vous m'entendez toujours. Là, pour l'instant, moi, je ne me vois plus bouger sur l'écran, mais je vois que ça défile encore. Donc, Tony Bontempi possède le livre, il le vend, voilà, vous avez en dessous, mais tout sera de toute manière indiqué en dessous de la fenêtre Facebook. Comme on dit, ce sera écrit dans les commentaires, donc vous pourrez retrouver ce livre-là. N'hésitez pas à poser des questions sous la fenêtre Facebook, j'y répondrai. Voilà. Encore une fois, je vous remercie. La prochaine fois, ce sera meilleur. Je vous dis, j'ai un peu crispé pour l'instant. C'est la première fois que j'ai ça de ma vie. Donc, à très bientôt. Au revoir.